Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour les débriefs de ce Paris-Nice. Et oui, on a assisté à une course complètement folle, complètement décousue, avec des rebondissements sans arrêt. C'est parti dans tous les sens. On est parti donc pour le débrief de ce Paris-Nice, avec quand même pas mal de charbon. On va commencer la vidéo avec tout d'abord le retour sur mes pronos que j'avais fait dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, ou c'était une vidéo d'avant-course de Paris-Nice. J'avais fait des pronos, on va un petit peu analyser mes pronos justement et en parler, voir qu'est-ce que j'ai dit de bon, de pas bon. On va aussi analyser les moments les plus importants de ce Paris-Nice, les éléments clés et ce qui a causé la fin de ce Paris-Nice, et notamment la victoire de Matteo Jørgensen. Voilà les amis, on est parti donc pour le retour sur mes pronos. On avait fait, si je sais pas si vous vous en souvenez, un prono pour chaque étape, aussi un prono pour le classement général. Alors, il y avait eu quelques petits changements après la sortie de la vidéo, juste avant la course de Paris-Nice. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans les commentaires, j'avais marqué que Romain Bardet ne prenait pas le départ de la course. Et du coup, je l'ai appris le jour où la vidéo est sortie, donc je ne pouvais pas modifier la vidéo. Et du coup, eh bien, je n'ai pas eu d'autre choix que de modifier mon prono et j'avais dit Matteo Jørgensen pour la dernière étape. Bon, ça n'a pas eu lieu, on en parlera plus tard. J'avais aussi parlé du chrono, les gars. Je pensais que c'était un chrono tout seul, un chrono solo, sauf que c'est un chrono par équipe. Et du coup, j'ai dit, au lieu de jouer Starlink, je me suis dit, on va rester dans le thème, on va parler sur Ineos. Donc, on va commencer ce retour sur les pronos avec les deux premières étapes de plat, les deux premières étapes qui sont des arrivées au sprint. Et j'avais dit, pour ces deux premières étapes, Tim Merlier va remporter ces deux étapes. Et ben écoutez, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Alors, Tim Merlier, il y a plusieurs raisons en fait que j'ai dit ça. D'ailleurs, on va en parler de Tim, mais il a déjà gagné deux étapes sur le Tour des UAE face à Jonathan Milan. Alors certes, il n'avait pas battu pour le maillot de meilleur sprinter, puisque Milan avait déjà gagné lui aussi deux étapes, et il a réussi à plutôt bien se placer sur les sprints où il a gagné, Tim Merlier. Mais Tim Merlier, les gars, je le vois un petit peu comme le nouveau grand sprinter de cette année, le nouveau grand sprinter cette année, un petit peu à défaut d'un Philipsen par exemple. Après, je vois aussi Jonathan Milan, je pense qu'il va y avoir une belle bataille, et j'espère voir Tim Merlier et j'espère Philipsen et Jonathan Milan sur le Tour de France, parce que pour moi Tim Merlier fait partie du top 3 des meilleurs sprinters du monde, et en plus de ça il va quand même confirmer ça sur Paris-Nice. Alors vous allez me dire ouais mais il a gagné, il avait un vélo d'avance, personne n'était capable réellement de le battre, mais battre quelqu'un avec un mec comme Démare quand même, parce que Démare c'est pas n'importe qui, même si il arrive sur la fin de sa carrière, il est beaucoup moins fort qu'avant, tout ce que vous voulez, mais il l'a battu avec un vélo d'avance les gars, sur un sprint, face à des sprinters professionnels, c'est juste énorme, et sur deux sprints de suite, pas un sprint, deux sprints. Il gagne deux étapes de plat d'affilée avec le maillot jaune en plus sur les épaules. Donc voilà, pour moi Tim Merlier les gars, il fait partie, c'est le meilleur sprinter de ce Paris-Nice. Ouais, il m'impressionne vraiment beaucoup depuis le début de cette saison. Et j'ai hâte de le voir sur d'autres courses. Notamment sur les étapes, si je sais pas s'il va faire le Giro ou s'il va faire le Tour de France ou quoi, mais non, au sprint franchement il m'impressionne énormément. Et je pense que ça annonce une belle année pour lui cette année. Pour la troisième étape, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai parié sur Ineos. Alors malheureusement Ineos n'a pas réussi à remporter le chrono. C'est l'équipe Jumbo-Visma qui est venue s'imposer. C'est ce qui va sûrement aussi permettre la victoire de Jørgensen à la fin. Mais pas que, bien évidemment. Pour en revenir à cette étape, à ce chrono, j'ai été impressionné par la Visma qui a explosé tout le monde tout simplement. Il y a une autre équipe aussi qui m'a impressionné, c'est la Jayco Alula, que j'ai trouvé très très forte sur ce chrono. Mais non, honnêtement, Visma, bravo à eux, hein, ils étaient beaucoup plus forts que tout le monde. Voilà, il y a rien à ajouter, en fait, Visma a été beaucoup trop fort. Pour la quatrième étape, j'avais parié sur Jonas Vingegaard. Alors, quatrième étape, on va en parler, parce que c'était un bordel monstre, cette étape. C'est parti dans tous les sens. Entre la moto qui tombe à cause de la neige par terre, la voiture G2R qui se crache, c'est un peu fort comme mot, mais qui percute quelque chose, puisqu'il y a eu un morceau de pare-choc qui était détaché de la voiture. L'étape c'était n'importe quoi, elle a été arrêtée pour finalement reprendre. Alors, on va évidemment revenir au débat. Est-ce que les organisateurs de la course auraient dû relancer ou non? Moi, j'ai mon avis là-dessus. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de ce que vous pensez, mais j'ai mon avis là-dessus. Pour moi, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire au niveau de l'organisation de course. On critique quand même énormément les organisations de course en cyclisme. Et pour moi, ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté l'étape au moment où il fallait arrêter l'étape. Parce qu'ils ont vu que ça devenait trop. Ils auraient peut-être même pu le faire un peu avant, mais bon. Mais ils ont l'arrêté au bon moment parce que je me suis dit, quand je voyais l'état de la route, j'étais en mode, peut-être arrêter là. Et donc, ils ont arrêté. Bien. Après, d'ailleurs, ils ont repris. Alors, au début, moi, quand j'ai vu qu'ils reprenaient, je me suis dit, je suis pas totalement sûr de ce qu'ils font. Il y a quand même, les coureurs sont pas chauds, faut qu'ils se remettent dedans. En plus de ça, il fait froid. J'espère que la route va pas être encore dangereuse derrière. Bon. Il se trouve que tout a été bien.
Et du coup, j'ai un peu changé d'avis. Je me suis dit, bah, en vrai, ils ont eu raison de reprendre la course. Ils ont eu raison de prendre la course. Un coureur cycliste, dans n'importe quelle condition, il doit savoir être performant. C'est ce qui fait un grand coureur cycliste. Et ça a quand même fait pas mal débat au sein du peloton, avec Jonas Vingegaard qui n'est pas du tout content de la prise de la course. Almeida qui, lui, répond à Vingegaard en disant que bah, un coureur cycliste doit savoir rouler par tous les temps. Peu importe qu'il fasse froid. Si dès qu'il fait froid, bah non, on va pas s'arrêter. Moi, je suis plutôt de l'avis d'Almeida. Maintenant, si la route n'avait pas été dans un bon état, j'aurais évidemment été du côté de Jonas Vingegaard. Ce que Vingegaard se plaint, mais il a quand même failli gagner l'étape. Alors, est-ce que ça a joué ou pas, je sais pas. Mais après, Vingegaard, pour sa défense, je peux comprendre aussi son appréhension par rapport à ça, parce que lui, il avait pas envie de retomber comme c'est arrivé sur le Tour du Pays Basque, où il s'était vraiment fait très très mal, où il avait frôlé la mort. Donc non, honnêtement, je peux comprendre aussi l'avis de Jonas Vingegaard. Pour moi, ils ont fait ce qu'il fallait faire du côté de l'organisation de course. Il fallait faire ce qui a été fait. Et donc pour quand même se centraliser sur le vélo et pas sur ce qui s'est passé pendant cette étape extra sportive, on va dire, parce que c'est pas d'extra sportif mais c'est un peu pareil. Victoire de Vingegaard, j'avais dit. Et je suis pas passé loin. Il finit deuxième avec une belle attaque de Lenny Martinez. Vingegaard suit, ne roule pas. Martinez remet une, il suit encore, il contre et il s'envole. Alors à ce moment-là, je me dis bon. Je vois pas comment il peut perdre. Vergenson évidemment derrière ne va pas rouler, c'est logique. Et c'est Almeida qui attaque, et je suis surpris, c'est vraiment ça m'a surpris, c'est de voir que Jürgensen ne suivait pas l'attaque d'Almeida. Alors je sais pas si il avait pas les jambes ou alors que la tactique était juste pas bonne. Je n'ai pas d'idée par rapport à ça, mais il aurait dû suivre Almeida Jürgensen s'il avait eu les jambes. Alors pour moi, moi je pars du principe qu'il les a pas eu parce que Visma se gourre rarement au niveau de la tactique. Mais ouais, non, je pense qu'il avait juste pas les jambes ce jour-là. Et Almeida est venu battre Vingegaard quand même. C'est ça qui est impressionnant. Parce que Vingegaard c'est pas n'importe qui. Bon, moi ça m'a un peu emmerdé par rapport à mon pari, j'avais parié sur lui, ça m'aurait fait un troisième pari sur 4 de réussi quoi. Mais bon, ça fait 2 sur 4. En tout cas, un grand bravo quand même à Almeida, qui par la suite d'ailleurs l'a peut-être un peu payé, puis il est tombé malade, donc ça lui a fait un peu mal. Pour la cinquième étape, là aussi, il y a encore beaucoup de choses à dire avec la chute de Jonas Vingegaard malheureusement. La chute de Jonas Vingegaard qui est tombé, il s'est fait mal un petit peu quand même, à un tel point qu'il pouvait plus tenir son guidon dans la montée finale. Et alors moi honnêtement quand je l'ai vu péter Vingegaard, je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrive, est-ce que c'est l'étape d'hier qui fait qu'il est pas bien, est-ce qu'il a tout simplement pas retrouvé son vrai niveau qu'il avait avant, où il écrasait vraiment tout le monde. Mais après l'étape, quand j'ai compris qu'il était blessé, je me suis dit bon en vrai ceci explique cela, il a quand même été fort. Réussir à finir l'étape alors que tu pouvais tenir ton guidon que d'une seule main, c'est très fort. Il a abandonné, malheureusement, il a dû abandonner. Je sais qu'il fera pas le Tour des Pays-Bas, je crois, ou le Tour de Catalogne, je sais plus lequel des deux, mais je crois qu'il a plus de course par étape dans son calendrier à l'heure actuelle, jusqu'au Critérium du Dauphiné, comme Pogacar, mais Pogacar lui va faire les classiques entre-temps. Moi, tout simplement, ce que je souhaite à Vingegaard, c'est un bon rétablissement, qu'il revienne à 100% pour le Tour de France. Et puis voilà, bon, c'est pas très grave de ce que j'ai compris. C'est pas une fracture, c'est juste des contusions. Mais quand même, il faut le dire, il est poissard depuis un petit moment. Puis l'année dernière, il est quand même poissard, il est tombé, là il retombe encore. Bon, c'est rien de dramatique, il faut qu'il se remette de sa chute et qu'il arrive dans une meilleure état de forme. Mais bon, rien d'inquiétant au sujet de Vingegaard par rapport à ça, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien de grave, réellement. On va parler d'un autre événement majeur qui a eu lieu sur la dernière étape, parce qu'on est sur l'axe des chutes, on parlera de l'arrivée de cette cinquième étape et du reste des étapes derrière. La dernière étape, donc je le rappelle, de Paris-Nice. Et vu qu'on est sur les chutes, j'en profite pour parler de la chute de Matthias Kielmose, une chute ultra impressionnante à voir à la télé. J'ai été un petit peu sous le choc sur le coup, je me suis dit waouh, est-ce qu'il va bien, j'espère que c'est rien de grave. Vous voyez le cercle rouge à gauche qui monte Matthias Kielmose tomber. Et alors vous voyez le directionnel un petit peu à droite là, c'est là-dessus qu'il tape. Il tape dessus, il monte dessus, il s'y attend pas du tout parce qu'il est caché par un autre coureur. En plus je crois que c'est son coéquipier qui le cache, involontairement bien évidemment. Il tombe et la tête tape par terre. Alors je me dis oula. Je sais pas exactement, j'ai pas regardé plus que ça quel était son bilan, mais j'espère qu'il n'y a pas de traumatisme crânien ni rien. On voit aussi sur l'image de droite qu'il est quand même bien arraché sur le côté droit. Donc j'ai pas regardé plus que ça par rapport à son bilan médical ni rien. J'espère que ça va aller, j'espère qu'il va pouvoir se remettre assez vite. Je pense que ça a dû le secouer un petit peu cette chute, au-delà du fait que ce soit physique, mentalement aussi, derrière, ça va pas être facile de se remettre de ça. J'espère vraiment pour Matthias Kielmose qu'il reviendra à un bon niveau parce qu'il a fait un Paris-Nice extraordinaire. Moi, je trouve vraiment super fort. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Et un bon rétablissement à lui en tout cas. Et j'espère que ça ira mieux pour lui. On revient quand même sur cette cinquième étape. On voit Jonas Vingegaard ici à l'arrivée avec son maillot jaune qui finit donc avec une main presque fracturée, juste avec des contusions, etc. Victoire sur cette étape, donc j'avais parlé sur Julien Lafilippe, mais victoire de Lenny Martinez. Alors,
Julien, malheureusement, je pense que pour cette montée, la montée était un peu longue. C'est monté aussi très rapidement et du coup, c'était plus transformé en une montée puncher-grimpeur qu'en une montée pure puncher. Et Julien Alaphilippe, il préfère une montée pure puncher, évidemment. Il est plus dans ses grandes années. Donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Puis, c'est une course de préparation. Lui, ce qu'il vise sûrement, c'est Liège-Bastogne-Liège derrière. Mais en tout cas, moi, j'ai été quand même bluffé par le niveau de Julien, qui m'a vraiment convaincu. On va parler de lui d'ailleurs sur la suite. Mais non, en tout cas, très belle étape de Julien, même s'il n'y a pas la victoire au bout, même s'il craque, etc. Je suis quand même content pour lui. Je vois qu'il il revient quand même avec un bon niveau. Il aurait fallu un petit peu plus, mais bon, c'est pas dramatique. Hâte de le voir sur la suite de la saison, notamment sur les classiques avec Milan Soremo qui va arriver. Et évidemment, comment ne pas parler de Lenny Martinez. Lenny Martinez, les gars, comment j'ai gueulé quand j'ai vu gagner. J'étais tellement content qu'il gagne. Il méritait tellement de gagner cette étape. Et non, honnêtement, je suis super content. Ouais. Je suis super content. Victoire magnifique, victoire taille patron, honnêtement. Hein. Bon, certes, Jürgen Sos s'est mis à fond. Mais non, j'étais impressionné par le niveau tout simplement de Lenny Martinez. Je savais qu'il serait fort. Mais je me suis dit, après l'étape 4 qu'il a fait, avec les conditions météo, en plus il a un corps qui est quand même pas avantageant par rapport aux conditions météorologiques compliquées comme celle-ci. Il préfère la chaleur, je pense, ce qui va peut-être faire son point fort aussi sur une course comme le Tour de France. Mais quand j'ai vu Lenny Martinez gagner, je me suis dit, ok, là il confirme qu'il est vraiment fort. Là il confirme vraiment que c'est quelqu'un qu'il va falloir le suivre pour les prochaines années. Et évidemment, bon, quand je parle de Lenny Martinez, les gars, je suis obligé de retenir ce qui s'est passé sur les étapes d'après, avec le coup de bordure, je crois que c'est sur la 7ème ou 6ème, non, sur la 6ème étape. Je suis un peu déçu parce que, au général, pour moi, il avait vraiment ses chances. Et avec ce coup de bordure, il perd tout. Il perd tout et il se plante complètement, ouais. Il se plante complètement et il perd beaucoup de temps, il perd 6 minutes. Roman Kreuziger l'a un petit peu engueulé. Maintenant, rien de dramatique pour Lenny Martinez, moi je suis pas inquiet. S'il fait les 7 erreurs là maintenant, c'est bien, parce qu'il la refera plus derrière. Il a appris. Il fera pas comme Thibaut Pinot en 2019 où il prend une bordure de 2 minutes. Il doit forcer comme un fou pour revenir au général alors qu'il était sûrement le plus fort cette année-là, mais bref, on va pas revenir là-dessus. Mais non, Lenny Martinez, je suis quand même très content de ce qu'il a réussi à faire. Bon, certes, il y a eu ce petit couac à ce niveau-là, mais c'est pas dramatique. Et, non, je pense qu'il peut être satisfait de son Paris-Nice. Il a gagné une étape, il a fait ce qu'il fallait faire, même si au général, malheureusement, avec cette bordure, ça l'a pas fait. C'est comme ça. Mais en tout cas, il peut être content de lui. Et on arrive donc à cette 6ème étape. J'en parlais juste avant avec le gros coup de bordure de l'équipe Ineos et de l'équipe Visma. Très très bien joué, bien évidemment. Et arrivé au sprint, donc, avec plusieurs leaders piégés, Joao Almeida, Lenny Martinez, bon, tout un tas de leaders piégés, et un vainqueur à l'arrivée dans des conditions météorologiques encore une fois très compliquées. On a eu un Paris-Nice où il faisait vraiment très 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 mauvais. Et là, Mats Pedersen vient s'imposer. Et les gars, je suis content parce que c'était mon pari pour cette 6ème étape. Je vous l'avais dit, les gars. Je peux dire, je vous l'avais dit. Donc c'est le troisième prono que je réussis. Victoire de Mats Pedersen, le troisième et seul prono que j'ai réussi. Hein. C'est déjà pas mal sur 8 étapes. Mais voilà, Mats Pedersen vient s'imposer sur cette 6ème étape. Je suis content pour lui parce qu'il a fait quand même un gros Paris-Nice. On en parlera après, mais il a été impressionnant. Et très belle victoire qui vient signer son excellent Paris-Nice. Et la 7ème étape, les gars. Alors, on va être obligé de parler de la Tudor, de Julien Alaphilippe. Parce que Alaphilippe, les gars, a fait un travail juste monstrueux pour Michael Storer. Quand je vous dis monstrueux, ça dépasse un cadre autre que le cyclisme. Ça montre qu'il s'entend vraiment très très bien avec Michael Storer. Il s'est sacrifié à 100% pour lui dans la montée. Et Storer en a parlé après l'étape, il a dit « C'est génial de courir aux côtés de Julien. » Parce qu'il sent la course. Sur cette 7ème étape, les gars, je veux vraiment parler parce que c'est important. Il s'est sacrifié pour Michael Storer. Étape qui a été raccourcie, je le rappelle, avec une seule difficulté. On assiste un petit peu à une sorte d'étape de course de côte, avec la victoire donc de Michael Storer à la fin grâce au travail extraordinaire de Julien Alaphilippe. Il a préféré se sacrifier. Alors, comme Michael Storer l'a très justement dit, il sent la course. Donc lui, il a dû sentir que ce serait compliqué pour lui d'aller gagner. Par contre, il a vu l'opportunité, et c'est ça où Julien Alaphilippe est génial, c'est qu'il a vu l'opportunité pour son coéquipier de le faire gagner l'étape, mais pas seulement, remonter au classement général. Parce qu'après cette étape, et ce travail monstrueux de Julien Alaphilippe, Michael Storer, après avoir fait une superbe échappée, s'impose et revient à la 4ème place du classement général. Et ça, les gars, c'est juste extraordinaire pour Tudor, parce que Tudor a besoin de ça. Une victoire d'étape, un top 5 au classement général, c'est exactement ce qu'il faut pour Tudor pour monter en World Tour. Et c'est aussi très important en vue du Tour de France pour pouvoir avoir des wildcards. Les gars, les wildcards, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cartes d'invitation qui te permettent à une équipe continentale pro, donc l'équipe de 2ème division comme l'équipe Tudor, d'accéder à des courses comme le Tour de France, comme le Tour d'Italie, etc. Et c'est super pour Tudor. Et en tout cas, un énorme bravo à Michael Storer qui vient chercher une super victoire sur Paris-Nice.
Ça fait un moment que j'avais pas levé les bras. Chez FDJ, c'était pas trop ça sur les 2 dernières années. C'était un petit peu plus compliqué quand même pour lui. Et là, une victoire magnifique, une victoire en équipe en plus. Et ça montre vraiment que ça s'entend bien entre les deux coureurs. Et on passe évidemment à la 8e et dernière étape. Étape particulière. Alors là, vous voyez Matteo Jorgensen qui lève les bras. Alors, il lève les bras pourquoi? Pas parce qu'il a gagné l'étape. Non, il a failli la gagner. Mais non, il lui en manque un petit peu, je pense. Physiquement, c'est un petit peu trop short. Mais Matteo Jorgensen remporte Paris-Nice. Bravo à lui. Bon, c'était pas mon premier au classement général, les gars, on est obligé de tenir au classement général. Bon, bah, je me suis complètement planté, les gars. C'était trop dur à prédire le général, je me suis complètement planté. C'était. Bah, en fait, le Paris-Nice avait tellement parti dans tous les sens que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. On va quand même revenir sur cette 8e étape. Et j'aimerais passer une petite mention spéciale à Félix Gall, qui sur la 7e et 8e étape a quand même bien impressionné. Il a vécu quand même 6 premiers jours de course assez durs, assez compliqués, physiquement, mentalement. Et il a su rebondir à la 7e étape, je crois qu'il finit 3e. Ou 4e, mais en tout cas il place une attaque et il finit bien. Là, sur cette étape, 8e étape, il finit 3e, pas très loin derrière Matteo Jorgensen, qui lui fait défaut, c'est passer la descente, clairement. Mais c'est lui qui attaque Jorgensen, et c'est lui qui réussit à distancer Jorgensen dans la montée. Même si Jorgensen revient, évidemment, mais parce qu'il a géré sa montée, qu'il la connaît bien. Parce que, évidemment, ça arrive là où il connaît, c'est une région qu'il connaît très bien, puisqu'il y habite. Mais ouais, non, j'ai vraiment trouvé Félix Gall impressionnant. Et pour en venir à Matteo Jorgensen, bah les gars, Matteo Jorgensen, comme l'année dernière, il a fait de la gestion de course. Il a su gérer parfaitement sa course sans lâcher trop de physique là où il aurait pu en lâcher. Maintenant, Matteo Jorgensen, moi, pour avoir un véritable avis sur lui et pour voir son véritable niveau, j'aimerais bien le voir sur un grand tour. Et j'aimerais bien le voir sur le Giro de cette année. Se mesurer à des gros coureurs tels que Roglic, tels que Almeida. Alors Almeida, les gars, on va y venir, mais voilà, j'aimerais bien Jorgensen le voir sur un grand tour parce que je veux le voir sur 3 semaines. Je veux voir ce qu'il donne sur 3 semaines. Est-ce que physiquement il a les capacités ou pas? On verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe pour la suite de la saison. Mais moi, je veux le voir sur un grand tour parce que je pense que ça peut être très intéressant pour lui d'essayer d'aller jouer quelque chose. Et même lui, ça l'intéresse, il en a parlé. Et donc, je parlais de Joao Almeida, les gars. Almeida m'a énormément déçu. Alors, certes, il a une victoire d'étape. Mais il m'a beaucoup déçu parce que j'attendais beaucoup plus que lui. Alors, on va quand même être gentil avec lui parce que il faut pas l'oublier, les gars. Il est tombé malade. En plus de ça, c'était un petit peu compliqué avec la météo, ça partait dans tous les sens, les steps. Bon, on a eu un Paris-Nice vraiment très spécial, donc pour les coureurs, les gars, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais pas donner de flop. Je tiens tout de suite à vous le préciser, mais il y aura pas de flop. Je vais juste dire un MVP, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, mais on y viendra après. Mais voilà, Almeida, les gars, je peux pas lui en vouloir. Il est tombé malade, la course était super dure, hein, mine de rien. Pour les coureurs, physiquement, ça devrait vraiment être dur. Non, bah après, Almeida, voilà, sur cette étape, ça n'a pas été ça. Il a quand même gagné une belle étape. Au classement général, compliqué. Voilà, mais non, bah, je peux pas être. Il fait 6ème ou 7ème, je crois, donc c'est pas mal, mais pas top 5 comme on aurait pu l'espérer. Et maintenant, on va quand même passer au vainqueur de cette étape, Magnus Sheffield. Alors là, les gars, pour l'histoire, on va parler d'un événement assez triste. Le Tour de Suisse chute dans la descente de 2 coureurs, Gino Mäder et Magnus Sheffield. Alors malheureusement, on va éviter de trop parler de Gino Mäder, mais chute gravissime avec sur le décès de Gino Mäder. Et avec Gino Mäder, il y avait Magnus Sheffield qui est tombé lui aussi, qui a frôlé la mort et qui revient. Et pour moi, juste pour le symbole que c'est extraordinaire qu'il vienne gagner cette étape. Je suis super content pour lui, pour l'équipe Ineos aussi qui a fait un travail monstrueux tout au long de la semaine de Paris-Nice. Magnus Sheffield, vraiment, c'est extraordinaire. Après une chute comme ça, mentalement, physiquement, réussir à s'en remettre et venir gagner, juste un immense bravo à lui, alors que c'est encore un très jeune coureur, je crois qu'il a 22-23 ans. Voilà, je suis très content pour Magnus Sheffield qui a rendu hommage à Gino Mäder derrière après l'étape. Vraiment, je tenais à souligner ça. Féliciter Magnus Sheffield, les gars. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Et j'espère qu'il va continuer comme ça sur cette lancée et nous offrir du beau vélo pour les années qui viennent. Parce que franchement, c'est un super coureur. Et en plus, vraiment pour le symbole, c'est super à voir. Maintenant, on passe au MVP de ce Paris-Nice. Et les gars, comment ne pas parler de Mats Pedersen? Mats Pedersen, les gars, était sur une autre planète. Ce mec est monstrueux. En montagne, il fait 10ème d'une étape de montagne, top 10 devant certains grimpeurs. C'est juste extraordinaire son niveau sur Paris-Nice. C'est une dinguerie. Je comprends pas comment il a fait pour être aussi fort. C'est vraiment incroyable. Il avait un niveau en haute montagne. Enfin, en montagne, on va quand même pas abuser, mais en montagne, il avait un niveau sensationnel. Alors, certes, la météo l'a très clairement avantagé. Il adore ce genre de météo, mais sur la dernière étape, il fait beau, il fait pas froid. Il s'échappe. Il fait des descentes de folie. C'est extraordinaire pour un maillot vert. Et pour un sprinter. Donc voilà, Mats Pedersen, les gars, j'ai hâte de le voir sur Milan-San Remo parce que moi j'en fais mon favori. Voilà, je le dis maintenant tout de suite là, c'est mon favori pour Milan-San Remo. C'est incroyable le niveau de ce mec. Franchement, hâte de le voir sur Milan-San Remo et sur même les circuits classiques parce que quand je vois son niveau, je me dis qu'il est carrément capable d'aller concurrencer un Van Der Poel, même un Pogacar à ce rythme-là sur un Tour des Flandres.
avec le niveau qu'il a, c'est extraordinaire. Donc on va voir évidemment, bon, ça reste encore un coureur un peu en dessous d'Van der Poel Pogacar, bien évidemment, mais moi il m'a surpris. J'espère juste que son pic de forme arrive pas trop tôt par rapport à la suite de la saison. Il finit meilleur sprinter de ce Paris-Nice et non, franchement, juste bravo quoi, les félicitations tout simplement, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment trop bien de faire ce débrief de Paris-Nice. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi de ce Paris-Nice dans les commentaires, évidemment ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment très bon pour le référencement. Sur ce, moi les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cycling Dream. Peace la team.